Bien, bonjour à tous et bon début de semaine. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Nous allons recevoir dans un instant Gaëlle Octavia, elle est autrice et prix Goncourt 2025. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons recevoir aussi Madame Audrey Barlagne, responsable de l'aide sociale à l'enfance. Bonjour. Bonjour. Et plus tard, Sylvie Roger avec sa chronique Boostez-vous. Et on terminera avec Maryse Isima Mirin, qui est aussi autrice, enseignante, docteur en didactique. Sinon, l'actualité, c'est le contrôle antidélinquance qui s'est fait ce week-end. Loïs Lane était sur place à la rencontre avec une autre autrice, Gisèle Pinault, lors d'une séance de dédicacité à Cultura, conférence du GUSR, c'était hier, là c'est de la politique, puisque le GUSR se lance dans la campagne des municipales, donc il fallait que le président investisse ses candidats et candidates selon, et puis on parlera du salon de l'agriculture, puisque Patrick Célin se trouve là-bas et Maurice Cessé l'a rencontré. Et sur la situation en Guadeloupe, on fera un petit point. Voilà un petit peu le sommaire. Merci encore d'être avec nous. Je vous l'ai dit, on commence avec une autrice qui vient d'être récompensée, c'était l'année dernière, avec son ouvrage L'étrangeté de Mathilde T. Merci Gaëlle Octavia. Je sais que vous allez prendre l'avion tout à l'heure, d'être avec nous quand même. Merci. Alors, je vous pose la question quand même, parce que ça revient, c'est le deuxième prix Goncourt martiniquais. Oui, alors celui-ci, c'est un prix Goncourt de la nouvelle, puisqu'il s'agit d'un recueil de nouvelles. Donc, Patrick Chamoiseau, en 1992, avait eu le prix Goncourt du roman. Voilà, donc oui, effectivement, c'est le deuxième Goncourt martiniquais. Alors, donc, vous êtes, je veux dire, glorifié, comme on dit en créole, pour ces 16 nouvelles que vous avez écrites dans L'étrangeté de Mathilde, mais vous avez écrit autre chose avant, puisqu'en fait, vous êtes autrice, vous êtes réalisatrice aussi, je crois. Alors, je suis donc écrivaine, donc romancière, dramaturge, poétesse. Oui. Et oui, j'ai commis quelques courts-métrages. Vous êtes commis Très modestement, je ne sais pas si j'oserais dire que je suis réalisatrice, d'autant plus que ça fait quand même quelques années que je n'ai pas fait de film. Mais oui, j'ai aussi fait ça dans une autre vie, on va dire. Alors, je vous ai posé la question, pourquoi ? Parce que quand on écrit, qu'on est un petit peu réalisatrice, est-ce qu'on pense aux images en écrivant ? Oui, il y a des images. J'ai des images en tête quand j'écris, ça c'est certain. Oui. Et je vois mes personnages, je vois les contextes dans lesquels je les place. Donc oui, c'est... Ça veut dire que l'une de ces nouvelles un jour pourrait être filmée. Alors, c'est des choses qui arrivent. Il arrive que des textes littéraires soient adaptés au cinéma. Oui. Moi, je serais ravie si ça arrivait. Je ne sais pas, il n'y a pas de projet pour l'instant, en tout cas. Oui. Alors, autre chose, d'une manière générale, comment vous écrivez ? Parce que j'imagine qu'un auteur ou une autrice, comme on dit, a souvent plein de projets et que, on doit quelquefois faire le tri et choisir. À quel moment vous avez décidé de ces nouvelles ? Alors, ce sont des nouvelles que j'ai écrites à des périodes différentes. Donc, je n'ai pas décidé de faire un recueil de nouvelles. Oui. C'est des nouvelles que j'ai écrites. Donc, certaines sont assez anciennes, certaines sont beaucoup plus récentes. Il y en a une seule qui a été écrite exprès pour le recueil, parce que pour moi, elle s'insérait bien avec les autres. Donc, à un moment donné, c'est lors d'une discussion avec mon éditeur... qui me réclamait un roman que j'avais pas terminé. Oui. Et, vous avez un roman dans les tuyaux, comme on dit ? Oui, voilà, j'ai toujours quelque chose dans les tuyaux, mais... Et puis, en discutant, il m'a dit, mais en fait, tu as plein de nouvelles. Pourquoi tu ne ferais pas un recueil de nouvelles ? Alors moi, je ne voulais pas faire un recueil fourre-tout avec tout et n'importe quoi. Il fallait quand même qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait des points communs. Un choix aussi, surtout. Voilà, donc je lui ai dit, je vais voir dans ce que j'ai, s'il y a des choses qu'on pourrait regrouper, qui auraient du sens, en fait, à exister ensemble dans un livre. Oui. Et ça a été le cas. Il y en avait 15. Et puis, il y en avait une 16e qui me trottait dans la tête depuis longtemps, une idée comme ça que j'avais pas encore écrite. Et elle allait bien avec les autres. Donc, je l'ai écrite. Le titre vient de... Alors, le titre, c'est le titre de la première nouvelle, L'étrangeté de Mathilde T. Et je l'ai conservé comme titre du recueil parce qu'il y a cette notion d'étrangeté dans toutes les nouvelles du recueil, en réalité. Donc, c'était quand même le titre qui, même si c'est le titre d'une des nouvelles, qui avait quelque chose qui pouvait rassembler toutes ces nouvelles. Alors, vos collègues écrivains que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, que ce soit Chamoiseau, Confiant, même Césaire, mais il y a très longtemps, disent quand même que quand on est écrivain dans la Caraïbe, on ne peut pas ne pas transmettre des choses qui sont de notre cru, y compris la langue. Alors comment vous abordez cette question-là ? Alors déjà, moi c'est certain que le fait d'avoir grandi, de m'être construite dans la société martiniquaise,
c'est une grande source d'inspiration, et notamment les femmes martiniquaises sont ma source d'inspiration majeure. Les femmes, pas les hommes. Les femmes, en tout cas plus les femmes que les hommes, forcément les hommes aussi, puisque on est quand même tous ensemble. Oui. Mais c'est vrai que les femmes martiniquaises et l'image qu'on peut donner des femmes martiniquaises, le mythe du potomitan, c'est quelque chose que je déconstruis beaucoup. Oui, parce que l'histoire de potomitan, c'est de plus en plus contesté, ça. Moi, c'est quelque chose que je conteste très clairement dans tous mes livres, que je conteste en tout cas comme une généralité. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a des femmes potomitans, mais il y a aussi plein de femmes qui ne sont pas potomitans, et c'est pas forcément une bonne chose, en fait, cette histoire de potomitan. Voilà, et puis ça fait peser beaucoup trop de choses sur les épaules des femmes, à mon sens, et il faut aussi sortir... et responsabiliser un petit peu les hommes, parce que c'est un peu déresponsabilisant pour les hommes, cette histoire de potomitan, c'est un peu pratique quand même. Donc je m'efforce effectivement de déconstruire ce mythe du potomitan. Alors vous n'avez pas répondu sur la langue. Et sur la langue, oui, il y a des expressions créoles. Alors je n'ai jamais écrit un livre entier en créole. Ah bon? Non. Non, ce serait... Alors j'ai écrit des textes courts en créole, mais pas un livre comme un roman par exemple. D'abord parce que c'est pas la langue dans laquelle j'ai appris à écrire, donc en fait même si c'est une langue voilà, vous la maîtrisez quand même, hein. C'est une langue que je parle tout à fait, mais écrire le créole, on peut pas les créoles, bon. Nous peut pas les créoles, le créole matinique je sais pas moi, mais nous peut pas les créoles si vous voulez, mais donc c'est ni y'ont des phrases, y'ont des mots créoles à dans ces livres moyens, mais pas en livre entier en créole, bon pas ça fait ça. Parce que, je me souviens d'une interview de Chamoiseau, il me disait, je crois Confiance, il dit ça, que finalement nous sommes francophones, bon, par l'histoire, pas par le choix, mais quand un écrivain guadeloupéen, martiniquais, canadien même ou autre écrit, dans son écriture, on doit ressentir quand même son origine, pas ethnique, mais je veux dire culturelle. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas un Français, c'est-à-dire tous les écrivains, quelle que soit leur langue, ont une langue propre. Oui. Au-delà de la langue dans laquelle ils écrivent, ils ont leur langue, en fait. Ils ont leurs expressions, ils ont leur tic de langage, etc., etc. Nous, notre français, il est... comment dire, il est aromatisé au créole quelque part. Il est constellé même. Il est voilà, donc on a des expressions qui sont typiques en fait de chez nous. Mais vous les choisissez ou bien ça vient naturellement? Non, ça vient tout à fait naturellement. Oui. Non, c'est pas quelque chose que je décide, mais ça sort comme ça, oui. Et par exemple, je ne traduis pas en général. Par exemple, il y a un mot que j'adore, c'est le mot djindjin. Il y a souvent le mot djindjin dans mes textes. Pourquoi djindjin? Je sais pas, j'aime bien ce mot, j'aime bien sa sonorité, j'aime bien ce qu'il signifie aussi, j'aime bien ce qu'on peut lui faire dire. Et donc quand je mets... on va pas faire tout ça de djindjin pour quelque chose. Je ne traduis pas. J'estime que le lecteur, même s'il n'est pas créolophone, il comprendra, quoi. Le contexte lui permettra de comprendre ce que ça veut dire. Oui. Hier, je vous ai entendu dire que vous n'avez pas rencontré Maryse Condé, mais vous a quand même un peu inspiré. Enfin, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré, oui, à de multiples reprises. Oui. J'ai beaucoup... j'ai pu la rencontrer, parler avec elle... j'ai d'abord rencontré ses livres, évidemment, j'ai d'abord lu ses livres, mais j'ai eu la chance de la rencontrer. Et c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et voilà, donc c'était... Donc alors, après le prix Goncourt, là, ce sont des nouvelles, mais vous faites aussi du théâtre? Oui, j'écris aussi du théâtre. Alors, où est-ce que vous êtes plus à l'aise? Dans l'écriture des romans, des nouvelles ou dans la dramaturgie? Les choses viennent... chaque genre a ses difficultés et ses facilités, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt le sujet en fait qui m'impose la forme, sans que je puisse d'ailleurs forcément expliquer pourquoi sur telle thématique je vais écrire un roman, sur telle autre je vais écrire plutôt une pièce de théâtre. Mais ça s'impose assez naturellement avec l'idée de l'histoire que j'ai envie de raconter. Alors donc prix Goncourt, donc ça veut dire que ce livre quand même il se vend bien. Alors, ça reste un recueil de nouvelles. Hier soir, il n'y en avait plus. Ça reste un recueil de nouvelles, c'est-à-dire que dans le système éditorial français, le roi, c'est le roman. Le genre roi, c'est le roman. C'est le genre qui est mis en avant dans les médias, etc. Les médias parlent très peu, voire pas du tout des recueils de nouvelles. Les libraires ne les mettent pas en avant. Après votre consécration en France, les médias se sont pas pressés de vous rencontrer? Non, pas du tout. Vous savez, quand vous avez, par exemple, la liste des sélections, des romans qui sont en sélection du prix Goncourt, je parle du Goncourt du roman, à partir du moment où on publie la première sélection du Goncourt, vous ne voyez que ces livres-là dans les vitrines.
quand on publie les finalistes du concours de la Nouvelle, vous ne les voyez toujours pas dans les vitrines. Oui. Pourtant, quand même, un concours, quand même, c'est pas rien, un concours, quand même. Non, ça reste... Oui, et puis c'est l'Académie Goncourt. Je veux dire, c'est le même jury que celui qui décerne le concours du roman. Oui. Mais c'est le genre de la nouvelle qui est un peu... c'est un peu le parent pauvre de la littérature en France, parce que c'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a vraiment des pays où la nouvelle est un genre tout à fait célébré, mis en avant, mais en France c'est pas le cas. Donc c'est bon. Après c'est pas plus mal, ça permet de ne pas trop avoir la grosse tête quand même. Ça va. C'est pas. On va pas se prendre pour une star parce qu'on a eu un concours de la nouvelle. Ça va. Même au niveau de la Martinique. Alors au niveau de la Martinique. C'est surtout, j'ai reçu beaucoup d'amour en fait. Voilà, c'est un prix qui m'a permis de recevoir des témoignages d'affection de mes compatriotes, et ça m'a fait très plaisir. J'imagine. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que désormais vous allez vous consacrer plus aux nouvelles que non, qu'au roman? Pas du tout. Non, c'est pas comme ça que ça se passe pour moi. Oui. J'écris vraiment. L'écriture, c'est vraiment mon espace de liberté, donc je ne vais pas m'imposer ce type de contraintes. J'écris ce qui me passe par la tête, j'écris le projet qui me vient sur le moment, il s'impose, et j'écris aussi de la poésie. Je veux dire, il n'y a rien qui se vend moins qu'un recueil de poésie contemporaine. Donc, je ne suis pas habitée par des considérations de type est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va se vendre. Vous faites pas de la littérature marketing, c'est ça? Non, et puis de toute façon, je ne vis pas de la littérature, hein, j'ai un autre métier. Oui. Donc, je ne suis pas non plus prisonnière. Je ne condamne pas les artistes qui ont besoin de manger comme tout le monde. Hein, donc, je ne condamne pas les gens qui sont obligés d'être dans ce genre de considération. Moi, il se trouve que ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas ça qui me fait vivre. Donc, ça va. Je sais que dans tous les cas, je paierai mon loyer, même si mon roman ne marche pas. Alors, une dernière question quand même, puisque vous m'avez dit, bon, vous avez fait un petit peu de cinéma. Ben, vous avez été marraine quand même de la FEMI, c'est pas un hasard quand même. Oui, le FEMI m'a fait le grand honneur, et pour moi c'est vraiment un honneur de me demander d'être la marraine de cette 30e édition. En plus, c'est pas n'importe quelle édition, c'est le 30e. Oui, la 30e, mais si vous savez, c'est le plus ancien festival de cinéma, j'ai même envie de dire de la Caraïbe. De la Caraïbe, absolument. Oui. Donc pour moi c'est un grand honneur. Alors oui, il se trouve que j'ai fait des films, donc 2 d'entre eux ont été projetés. Au FEMI. Ils ont été projetés à la cérémonie d'ouverture. J'ai 2 courts-métrages qui ont été projetés à la cérémonie d'ouverture. Je crois qu'ils ont fait beaucoup rire le public, donc tant mieux, parce que ce sont des comédies, donc c'était le but. Oui. donc en ce sens, ils ont rempli leur mission. Oui. Et oui, c'est un genre artistique que j'aime énormément, le cinéma. Pour moi, c'est un outil très puissant et c'est très important qu'il existe un cinéma caribéen qui porte nos récits, notre point de vue sur nous-mêmes, sur le monde. Et puis un festival comme le FEMI invite des réalisateurs et des films du monde entier, donc d'Amérique du Sud, d'Afrique, enfin d'Amérique du Nord aussi d'ailleurs, d'Afrique, de l'océan Indien, etc. Et c'est important qu'en Guadeloupe aussi on puisse voir cette diversité d'histoire, de réalité et de point de vue sur le monde, et qu'on ne soit pas seulement matraqué par la machine hollywoodienne qui nous vend son discours hégémonique. Donc ça veut dire que quand même le cinéma n'est pas totalement abandonné? Non, pas du tout. Et moi, je trouve qu'un festival comme le FEMI puisse célébrer comme ça sa 30e édition... Avec une marraine rien que ça, c'est... Oui, peu importe la marraine, mais surtout que ce festival ait pu faire 30 éditions, et longue vie au FEMI, hein, j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Oui. Mais déjà, ça, c'est une victoire. Déjà, ça veut dire que on peut créer des choses singulières, justement, qui ne soient pas formatées, qui soient libres, en fait. C'est vraiment un espace de liberté, ce cinéma. Bon, écoutez, on attend la suite. Je ne sais pas si des nouvelles du roman ou du film. Ça sera sûrement du roman. Sûrement du roman? Oui. Bon, ok. J'espère que le jury de Goncourt vous attend déjà. On va changer de sujet. On va parler de social. Au niveau du département de la Guadeloupe, on compte à peu près 250 professionnels agréés, dont 220 sont directement employés au conseil départemental. Alors, je sais que l'aide sociale à l'enfance est nécessaire, surtout dans un pays où on voit que, bon, c'est vrai, madame parlait tout à l'heure des femmes potomitans. Vous en savez quelque chose? Tout à fait. J'ai souri justement quand elle parlait de femmes potomitans, en insistant sur la présence des hommes, puisque les jeunes, lorsqu'ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, il y a effectivement des orientations en lieu d'accueil collectif, mais aussi au sein du domicile d'assistants familiaux qui sont une famille, hommes, femmes, et on compte sur la présence
tant de la femme que de l'homme. C'est pour ça que j'ai C'est un souri tout à message que l'heure. vous envoyez aux hommes, là? Les hommes qui sont présents, justement, et qui accompagnent leurs Ils sont de plus en femmes. plus présents, quand même, Bien sûr. dans les familles. C'est pas comme avant, on disait que madame là qui fait tout le butin. Ah non, la société a évolué, la conception aussi a évolué, les femmes demandent aussi un petit peu plus également, les hommes sont davantage présents, non. On a vu cette évolution et qui fait un grand bien justement aux jeunes qui sont confiés chez nous. Cela dit, quand j'entends les femmes parler, j'entends toujours que la charge mentale, c'est les femmes. Peut-être que les femmes pensent aussi un peu pour les hommes. Ah, elles pensent sur les hommes. Ah, d'accord. Ça, c'est nouveau. Bon, alors, concrètement, sur le terrain, comment vous agissez au niveau familial par rapport à l'enfance, puisqu'il y a la protection maternelle de l'enfance, la PMI, mais comment ça se passe je vois 250 professionnels, ça suffit? Il en manque toujours. Il en manque? Il en manque toujours. C'est une profession où on ressent effectivement le besoin sur le territoire. Il y a effectivement, lorsque les jeunes sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, des orientations auprès de familles d'accueil. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'agrément est délivré par le conseil départemental, c'est-à-dire que dès lors qu'une personne lambda souhaite devenir assistante familiale, elle doit bénéficier de ce qu'on appelle un agrément. Et l'agrément est systématiquement délivré par le conseil départemental. Charge à cette personne et son souhait également de postuler au conseil départemental pour être assistante familiale ou vers d'autres associations. Donc là, on tourne à 208 précisément assistants familiaux en activité au conseil départemental et qui accueillent des jeunes à leur domicile qui peut aller de 1 jeune à 4 enfants. Alors, je reviens un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois que c'est l'année dernière, le conseil départemental a inauguré la maison de la femme. Oui. Il n'y aura jamais de maison de l'homme, quand même. Alors, écoutez, peut-être dans un autre contexte ou selon l'évolution, ce qui aurait été observé, pourquoi pas questionner ça, mais en tout cas, la Maison de la Femme, une belle réalisation sur le territoire. Oui. Alors, l'autre chose, c'est au niveau des familles, parce que j'entends aussi souvent dire que la famille guadeloupéenne, je ne sais pas si c'est en Martinique, peut-être madame peut répondre, c'est un petit peu désagrégé et que finalement, les enfants sont quelquefois livrés au portable et à la télévision. Alors, pas uniquement en Guadeloupe, c'est un sujet qui touche le monde entier, avec l'évolution du numérique, les téléphones portables, tablettes, ordinateurs, etc. Au service de l'aide sociale à l'enfance, conseil départemental, nous, ce qu'on essaye en tout cas, c'est de pouvoir travailler avec les assistants familiaux, les former aussi, puisque ce sont les premiers acteurs qui accueillent nos jeunes au service de l'aide sociale à l'enfance sur des techniques, comment rester connecté, puisqu'on ne peut pas enlever à 100% l'utilisation de ce numérique et des écrans, mais en tout cas... mais j'entends qu'il y a des lois maintenant, j'ai même entendu qu'en France, on veut supprimer le portable pour les jeunes de moins de 16 ans. De moins de 16 ans. Oui. Il faut y aller progressivement, en tout cas, c'est vrai que ça atteint la santé de l'enfant, puisque quand on dit pas d'écran jusqu'aux 3 ans de l'enfant, ça peut en tout cas engendrer un retard au niveau de la lecture, un retard intellectuel. Enfin, il y a de vrais enjeux finalement sur le plan de la santé de l'enfant et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'y tenir. Les parents le comprennent ça, les parents, les femmes que vous voyez ou les pères, enfin les parents d'une manière générale comprennent ce discours-là? Alors, petit à petit, les choses évoluent. Je dirais qu'elles comprennent, oui. Maintenant, dans la mise en œuvre, beaucoup ont besoin d'être accompagnés, notamment par le biais de soutien à la parentalité. C'est pas chose simple. On a, ce qu'on a constaté, c'est que bien souvent, nos familles peinent à communiquer avec leurs enfants. Les échanges sont moins nombreux. Effectivement, entre guillemets, occuper un enfant, le stimuler, l'accompagner, ça demande du temps, ça demande de la présence. Quand on a envie de faire quelque chose, on se dit, il va regarder un dessin animé, mais le dessin animé excède 1 heure, 2 heures. Il faut savoir limiter en tout cas l'utilisation de ces écrans pour l'adapter à l'âge de l'enfant. Je remarque quelque chose d'assez fréquent, c'est que quand par exemple une femme vient avec son enfant quelque part, par exemple dans une réunion, elle donne son portable à l'enfant et puis amuse-toi avec pendant 1 heure ou 2. Je ne sais pas si vous êtes mère, non? Oui. Oui. Comment ça s'est passé avec votre enfant à ce niveau-là? Mon conjoint et moi, on est très anti-portable. Donc notre fils. Anti-portable, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'on limite au maximum c'est-à-dire notre fils n'a pas de portable, il a 11 ans. Il n'a pas de portable. J'espère qu'il n'a pas encore de portable. Est-ce qu'il le réclame déjà? Il le réclame évidemment. Il a plein de copains qui en ont. Il se plaint, mais on résiste. Voilà, et on va résister autant que possible parce qu'on est absolument convaincu que ça fait des dégâts. Oui. Effectivement, ça fait des dégâts, il faut tenir et il faut surtout trouver des outils de médiation, un outil de communication, capter l'attention
de l'enfant par des activités. On oublie la lecture, justement, madame est écrivaine, mais c'est vrai qu'à une époque, on se rappelait, on était toujours en librairie, les chambres avaient de nombreux ouvrages, Comtesse de Ségur, enfin, il y a certains ouvrages... l'époque où on lisait énormément. Ça a évolué. C'est moins maintenant. Oui, Fantomètre, tout ça, c'est une époque. Mais en tout cas, c'est ce qui permet en tout cas de développer l'attention de l'enfant, sa capacité à rédiger, puisque c'est facile d'aller sur les écrans Internet, reformule-moi telle chose, mais à quel moment on apprend véritablement à écrire et comment on occupe différemment son cerveau, finalement. Quand on va faire des courses avec son enfant, on ne lui donne pas le téléphone. On peut lui dire, là, on va prendre du riz. On va dans le rayon du riz. Est-ce que tu vois que c'est noté en haut? Voilà, on peut en tout cas être dans un échange, une communication différente avec son enfant qui ne se règle pas avec l'utilisation des écrans, qui peut en tout cas être préjudiciable pour l'enfant en grandissant. Parce que outre l'écran maintenant, il y a l'intelligence artificielle. C'est encore un autre sujet. Tout à fait. Oui. Vous allez me dire, c'est l'ancien temps, mais vous vous rappelez comment on écrivait régulièrement quand nos parents nous disaient, mais là, il faut que tu écrives ça parce que la dissertation que tu auras à faire au lycée, bien sûr. Il faut savoir écrire. J'ai envie de dire, il faut faire très attention à cette évolution. Ne pas s'en passer, puisque c'est comme ça que la société, elle évolue, mais en tout cas, comprendre les bases, les connaître, et ça passe par un accompagnement optimal de l'enfant. Oui, Galo, je vous pose la question, vous n'avez pas encore écrit d'album de jeunesse, non? Non, j'ai écrit une pièce de théâtre pour la jeunesse, mais pas encore de roman ni d'album jeunesse. Jeunesse, non, parce que elle parlait de Comtesse de Ségur, c'était une époque, mais je crois qu'aujourd'hui, les écrivains font de plus en plus de choses en direction des jeunes, des enfants. Il y a des très très beaux livres jeunesse, c'est un vrai talent, c'est pas rien de savoir écrire très bien pour la jeunesse. Alors, en fait, aujourd'hui, ces assistantes, comment ça se met en place? C'est-à-dire que c'est vous qui allez vers les parents ou ce sont les parents qui font appel à vous? Alors, lors d'une décision de placement d'un enfant, alors, il y a deux modalités. On a soit une prise en charge qui est actée par le juge des enfants, ce qu'on appelle une ordonnance de placement judiciaire, et donc c'est le juge des enfants qui transmet une ordonnance et qui dit que l'enfant X est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Quand les parents ne peuvent pas assurer la prise en charge. Donc ça, c'est une première modalité. Et deuxième modalité d'intervention, ce qu'on appelle le cadre administratif, où c'est un parent qui lui-même se dit « je ne suis pas en capacité ponctuellement de prendre en charge mon enfant, j'ai besoin d'aide ». Et donc le parent fait appel au service de l'aide sociale à l'enfance pour une prise en charge ponctuelle de son enfant dans nos services. Parce qu'en fait, quand je vous pose cette question, je pense à la précarité qui se développe beaucoup en Guadeloupe. Je ne sais pas si en Martinique c'est pareil. C'est beaucoup de parents aujourd'hui qui ont des enfants qui n'ont pas les moyens. Tout à fait. Alors, ça évolue, oui, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que l'aspect préventif a tellement évolué, les parents savent où s'orienter, et donc on a la possibilité d'accompagner ces familles lorsque l'enfant est encore à son domicile, et donc ça a pu réduire en tout cas le nombre de prises en charge à l'aide sociale à l'enfance. Alors, le nombre a réduit? Le nombre a réduit de prises en charge parce que l'aspect préventif a augmenté de l'autre côté. En tout cas, ce qu'on essaye de faire et ce qui est très intéressant et que les familles doivent en tout cas bien entendre, c'est qu'il y a toujours une possibilité de travailler avant la crise, avant que l'enfant soit confié et orienté en famille d'accueil ou en foyer. En fait, vous êtes à l'écoute, c'est ça? Évidemment, évidemment, et ne pas hésiter à nous solliciter, même s'il y a un doute, quand on ne connaît pas les dispositifs, solliciter le service de l'aide sociale à l'enfance ou n'importe quel autre service du conseil départemental, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. Ça peut être des difficultés éducatives, difficultés financières, une prise en charge... De mobilité aussi. Tout à fait. Non, mais je sais. Oui. Mais en tout cas, pour quelconque motif, poser la question, se renseigner. Et puis, nous, en tout cas, volontiers, on informera sur les possibilités d'accompagnement. Et ce que vous dites, c'est valable pour la Guadeloupe et les îles, les Irades, les Saintes, Marie-Galante? Évidemment, qui se sentent quelquefois un petit peu oubliés. Alors, ne sont pas oubliés du tout, puisque sur le territoire de la Guadeloupe, en tout cas pour le service de l'aide sociale à l'enfance, nous intervenons également au sein des îles, les Saintes, des Irades, Marie-Galante, puisque nous sommes basés sur ce qu'on appelle des équipes territoriales de protection de l'enfance, des équipes de terrain qui fonctionnent sur le nord Basse-Terre, sud Basse-Terre, nord Grande-Terre, sud Grande-Terre et le centre, exactement comme les communautés d'agglo. D'accord. Alors, une dernière question quand même. Bon, c'est peut-être pas votre sujet, mais je le pose quand même. Vous savez que les problèmes de violence concernaient autrefois des adultes. Après, ça a baissé vers on va dire, ceux qui avaient 18-20 ans.
Mais ça continue de baisser, puisqu'il y a des jeunes de 13-14 ans qui sont dans la violence, dans la drogue, etc. Votre intervention là, elle est de type préventive ou on insiste, oui, il y a de la prévention et on insiste beaucoup sur un système de meilleur repérage. Oui. Repérer le public beaucoup plus jeune. Le signalement. Et des signalements, ce qu'on appelle des informations préoccupantes. Oui. Et c'est en cela que notre intervention se fait de concert avec les établissements scolaires, donc tous les services de l'éducation nationale, les centres hospitaliers, ça peut être aussi des personnes lambda, hein, un voisin, une voisine, cousin, cousine qui s'inquiète sur le devenir d'un enfant et qui estime qu'à un moment donné, sa prise en charge peut être préjudiciable et qu'il, entre guillemets, il a filé un mauvais chemin, comme on aime dire chez nous. Contactez le service pour faire part de vos inquiétudes et ça nous permet aussi de mieux repérer et d'intervenir en amont des difficultés. Alors, un dernier mot pour les parents qui regardent en ce moment. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les femmes ou les parents? Quand on dit les parents, hommes et femmes, par rapport à vos missions, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avant de partir? On finit sur le thème de l'ouvrage. Oui. Madame a écrit un roman, j'essaye de mettre la main sur l'auteur qui a dit ça, mais on ne naît pas parent, on le devient. On ne naît pas parent, on le devient. Oui. Parfois, on a besoin d'être accompagné. Parfois, vous savez, même si on est travailleur social, on a besoin d'un conseil, d'un autre travailleur social, d'un psychologue, d'une autre personne, et il ne faut pas hésiter justement à se rapprocher des professionnels qui exercent dans ce domaine-là. Protection, prévention de l'enfance. Madame Baragne, on vous remercie. On remercie aussi Gaëlle. Un dernier mot peut-être? Non, je bois les paroles de madame. Je suis tout à fait admirative du travail qu'elle fait. Le travail qui est fait, c'est un vrai travail, effectivement, qu'on fait le conseil départemental. Voilà, il est 13h01. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités et aussi avec le développement de l'été du journal. À tout de suite. Voilà, c'est la deuxième séquence du ZCL News de ce lundi. Lundi combien? 26 février, c'est ça? Pourquoi 26? Non, 23, mais non, on est le 23. Le 23 février, c'est pas le 26 février. Bien, alors, dans un instant, on va recevoir Mme Rosier, elle va nous booster. Mais avant, on fait un petit tour dans l'actualité. L'actualité, c'est ce contrôle antidélinquance. C'était ce week-end. Loïs Séléné était sur place, on regarde. Ce soir, je viens partager un moment avec eux pour voir dans quelles conditions ils travaillent. Je sais que c'est un travail qui est extrêmement exigeant et qu'ils ont besoin d'être en permanence sur le qui-vive. J'ai besoin de partager ce moment avec eux. Pour leur dire d'ailleurs en particulier à eux que j'ai confiance dans leur boulot, je sais qu'ils sont engagés, que leur travail porte des résultats. Et puis ma venue avec eux ce soir, ça me permet aussi de découvrir des quartiers, en l'occurrence ici des Abîmes, de nuit, et de me rendre compte comment ces quartiers fonctionnent la nuit, quelles sont les difficultés de ces quartiers et comment ils arrivent à travailler dans ces conditions-là. L'objectif de cette opération, c'est de pouvoir accompagner le préfet dans nos missions. Le préfet reste notre chef, donc il faut bien que nous puissions lui montrer le travail que nous faisons sur le terrain et qu'il puisse de lui-même faire un état des lieux en discutant avec nous de ce que nous avons besoin et de ce qu'il attend de nous et des moyens, quel que soit matériel et humain, que nous attendons également pour pouvoir poursuivre le travail qui est engagé depuis très longtemps. Et vu la délinquance actuellement, donc nous avons besoin de moyens humains et matériels pour pouvoir poursuivre, permettre aux Guadeloupéens, permettre aux concitoyens de vivre en toute sécurité sur le territoire guadeloupéen. Je sais que par définition, ces fonctionnaires sont des fonctionnaires qui ont le service public dans leur ADN et qui sont engagés au service de leurs concitoyens. Donc je n'avais pas d'inquiétude, je le constate d'ailleurs tous les jours. Alors, je ne suis pas tous les jours avec les équipes de la BAC, mais je suis quasiment tous les jours avec le directeur de la police, comme avec le général commandant de la gendarmerie. Et je sais que ces personnels, ces équipes, le management est complètement engagé dans la lutte contre la délinquance. Et on a besoin de ça, parce que vous le savez, la société guadeloupéenne est une société où malheureusement la violence se développe à tous les étages. Il nous faut un peu plus de moyens humains, du personnel, parce qu'on a quand même des collègues qui aspirent à d'autres aventures, à d'autres services. Et en termes de moyens matériels, nous avons des véhicules vieillissants, il faudra juste les changer en temps et en heure quand le programme des moyens arrivera à terme. Voilà, on espère que ça suffira et que ça va continuer. Bien, alors, on va parler un petit peu cinéma. Tout à l'heure, avec l'autrice qui était là, Madame Gaëlle Octavia, on a parlé du FEMI. Le FEMI, c'est sa 30e édition déjà. Et c'est le plus ancien festival de cinéma de la Guadeloupe. Et c'était l'ouverture samedi dernier. Loïs Séléné était là.
30e édition, l'originalité de la programmation, c'est qu'à la différence des éditions classiques, il n'y a pas de thème spécifique qui a été choisi. Donc nous faisons un tour d'horizon des différentes zones culturelles et géographiques qui ont déjà été traitées par les 29 éditions précédentes. Très rapidement, le FEMI, qui à la base était un festival de films de femmes ou de films sur les femmes, s'est tourné vers diverses zones du monde, que ce soit le Maghreb, le continent africain, etc. Donc cette année, on aura plusieurs journées consacrées à une de ces zones culturelles et historiques. Je suis très honorée d'avoir été choisie par le FEMI. Donc, je suis, en tant qu'écrivaine martiniquaise, évidemment, je suis partie prenante de la culture caribéenne. Donc, je suppose que c'est la raison pour laquelle on m'a demandé d'être la marraine de ce FEMI, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. C'est vraiment un honneur, c'est vraiment un plaisir, en fait, d'être à cette 30e édition du FEMI. C'est très important de se dire qu'un tel festival, un festival de cinéma exigeant, de cinéma d'auteur, de cinéma différent de la grosse machinerie hollywoodienne dont on a l'habitude, qu'un tel cinéma puisse exister dans un festival depuis 30 ans en Guadeloupe. Nous avons la chance d'avoir 3 premières mondiales. Le dimanche, suite à un ensemble de courts-métrages guadeloupéens et martiniquais, il y aura le documentaire Au cœur du cinéma guadeloupéen, un regard croisé de Kishna, c'est à 18h. On a également, ce soir même, à Terre de Haut-Sainte, une première mondiale. C'est un long-métrage guyanais de Stéphane Floricien qui s'intitule La course au paradis et qui aura plusieurs projections. Et nous aurons lundi, dans le cadre de la journée consacrée à l'Amérique latine, Las Américas, un documentaire vénézuélien, Guiomar Narváez, L'amour en crescendo, avec la réalisatrice Gina Narváez, qui arrive tout juste du Venezuela et qui a voulu très fortement être présente pour cette première mondiale ici. Voilà, le FEMI continue jusqu'à la fin du mois, donc profitez ce soir. Il y a plusieurs séances. Hier, j'y étais, il n'a pas été mauvais. Bien, alors, je lui ai dit, on est le 23 février et il faut remettre l'humain au cœur de la performance. Ça devient une évidence et c'est pourquoi on va vous booster. C'est parti. Bonjour Sylvie, merci d'être avec nous en direct dans le ZCL. Tout à l'heure, je viens de recevoir prix Goncourt pour la littérature. Et là, je reçois le prix Goncourt Forbes de la boîte. Mais oui, c'est un prix Goncourt, puisque Forbes, c'est une revue, les gens qui ne savent pas, c'est une revue économique qui existe depuis, je crois, 1917 aux États-Unis, qui a été rachetée, mais qui continue à glorifier, honorer les gens qui font un bon travail, que ce soit au niveau économique, au niveau du management. Et notre chroniqueuse ZCLienne Sylvie a eu ce prix d'être glorifiée, honorée. Alors explique-nous ça un peu, Sylvie. C'était une belle surprise, j'avoue, parce que du coup, quand j'ai reçu ce mail de Forbes qui me proposait de mettre en lumière mon travail, parce que ça faisait un moment qu'ils font de la veille et qu'ils suivaient ce que je publie ou même ce que je présente ici aux ZCL pour pouvoir faire un article sur mon travail, j'avoue que au premier abord, j'y ai pas cru. Ah bon, pourquoi? Mais non, je me suis dit... Il faut avoir confiance en soi. Hein? Oui, c'est pas un manque de confiance, mais il y a tellement de pirates sur les réseaux. Maintenant que j'avoue, quand tu reçois un mail... C'était un hacking? Franchement, au début, oui. Après, j'ai relu le mail, j'ai fait mes recherches et effectivement, c'était bien ça. Et j'avoue que je suis très, très heureuse d'avoir pu avoir cette opportunité. Alors, Forbes, je le dis, c'est une revue internationale et donc ça veut dire, Sylvie, que tu es entrée au niveau international là maintenant. On va te voir sur les chaînes mondiales, sur CBS, etc., etc. Non, mais c'est une bonne chose pour nous en Guadeloupe de voir nos managers, nos gens qui travaillent soient récompensés. Pour nous, c'est une bonne chose. Alors, il y a quelque chose qu'ils ont mis en avant, c'est remettre l'humain au cœur de la performance. C'est ça. En fait, c'est ce sur lequel je travaille depuis un moment. Ce que je fais dans cette chronique, d'ailleurs, tous les lundis, à donner des outils, des astuces, justement pour le bien-être au travail, pour la performance, en privilégiant le travail d'équipe et tout. Et donc, du coup, ça permet de bien faire comprendre à tout le monde que
en dépit de tout ce qu'on vit, en dépit de l'intelligence artificielle et de tout ce qu'on entend, maintenant l'humain est important. Et si on veut avoir une équipe performante, il ne faut pas négliger ce côté humain dans les pratiques et dans le fonctionnement des entreprises. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est la première fois qu'une personne de Mona Lo est... Je me disais, il y avait quoi derrière ce sourire? D'accord, oui. Ben, non, mais c'est voilà. une bonne chose pour Mona Lo quand même. Oui. Juste Mona Lo, comme on dit. Bon, bref, alors, qu'est-ce qui a amené à cet accompagnement? C'est-à-dire que c'est vrai que je confirme qu'il y a un travail régulier qui est fait tous les lundis ici depuis combien de temps déjà? 10 ans? Non, pas encore 10 ans, ça fait au moins plus d'un an. Ça fait qu'un an, ouais. Un an. Et ce travail-là, justement, c'est pour essayer de dire aux managers, aux responsables d'entreprise, comment fonctionner dans leur entreprise. Oui, mais déjà, à travers ma vie professionnelle antérieure, avant même de faire des formations ou de faire des accompagnements, j'ai travaillé dans des groupes, dans des entreprises où la performance était très importante, les objectifs étaient très clairs, il y avait des chiffres à atteindre, etc. Mais ça m'a permis de voir également comment l'humain, des fois, pouvait s'éteindre à côté parce qu'on demandait une certaine performance, une certaine rigueur, une certaine réussite à l'équipe sur les chiffres, mais on oubliait un peu des fois la communication, où on oubliait de savoir comment vont les membres de l'équipe et tout. Et au fur et à mesure, quand j'ai voulu me réinventer, j'aime bien appeler ça comme ça, dans ma vie professionnelle, pour moi c'était important à travers mes formations de proposer des choses pour accompagner les entreprises. Et je me suis rendu compte que ça ne s'arrêtait plus à la formation uniquement, il fallait aller plus loin. Et c'est pour ça que j'ai construit des accompagnements, en plus des formations, pour permettre aux managers, aux porteurs de projets, aux chefs d'entreprise, mais également à l'ensemble des équipes, des outils pour améliorer la performance tout en ne négligeant pas l'humain dans le travail. Alors, moi, l'autre question qui vient, c'est comment les chefs d'entreprise, parce que souvent un manager, parce que moi, tout ça en dit bon, etc., comment ils reçoivent les conseils qui sont transmis? Ça arrive au début, en fonction des profils qu'on a, mais ça m'arrive des fois quand je commence à donner des outils, on commence à échanger sur une meilleure pratique de ce qu'ils font actuellement, d'avoir des managers qui disent « Oh, c'est beau ce que vous dites, c'est sur le papier, ou c'est dans des livres, mais ça, sur le terrain, ça ne marchera pas. » Oui. Mais moi, je suis toujours... la façon que je travaille avec les équipes, c'est toujours... je vous donne des outils, on va tester et on va améliorer ou arrêter ce qui ne fonctionne pas. Donc, on est toujours en mode essai-erreur jusqu'à ce qu'on trouve ce qui fonctionne par rapport à leur secteur d'activité, par rapport à leur activité et par rapport à leur équipe même, pour pouvoir faire en sorte d'améliorer ça, mais toujours faire comprendre aux managers qu'en fait, c'est pas juste donner des ordres. On peut plus être que dans le descendant. Et d'ailleurs, je me rends compte que depuis la crise du Covid, les personnes ont besoin d'avoir du sens dans leur travail. Ils n'ont pas juste envie d'exécuter ou d'avoir un travail tout court. D'ailleurs, il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps où ils montraient qu'on propose maintenant des CDI à la génération qui arrive sur le marché maintenant. Ça ne les intéresse pas. Au prime abord, ils ne veulent pas juste avoir un travail, même s'ils sont en intérim ou en CDD, ça leur va très bien, mais ils veulent que ça ait du sens, ils veulent porter leur pierre à l'édifice aussi des fois. Donc, si on ne ramène pas le sens au travail, on perd des fois les employés, on perd des bons collaborateurs qui finissent par s'épuiser parce que le cadre n'est pas bien posé ou qu'on ne leur donne pas l'espace de proposer, d'innover, de s'épanouir dans leur travail. Alors, ça signifie qu'aujourd'hui, de plus en plus, les managers acceptent aussi la formation. Bien sûr, parce qu'ils se rendent compte que justement, le monde du travail a changé. Les gens ont des attentes différentes et à côté de ça, du coup, il faut qu'ils puissent monter en compétences pour mieux accompagner leurs équipes et fonctionner de mieux en mieux dans leur structure. Alors, justement, au niveau du rôle des managers de l'entreprise, comme tu interviens quelquefois et même souvent, même après le ZCL, tu cours quelquefois pour aller intervenir. Oui, comme tout à l'heure, justement. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce que tu observes finalement? J'observe surtout que les équipes ont besoin d'être accompagnées. On ne parle pas que des managers parce que mon accompagnement ne va pas se focaliser que sur le manager parce que moi, je dis tout le temps, c'est un ensemble. Une entreprise, une structure, c'est un ensemble et chaque membre de l'équipe a son importance dans l'équipe, a un rôle à jouer pour que ça fonctionne. Donc, pour réussir à atteindre justement les objectifs qu'on se fixe, pour réussir à faire briller l'entreprise, on doit donner sa place à chaque membre de l'équipe.
Et c'est ce qui est vraiment important. Et c'est pour ça que la formation couplée à l'accompagnement de l'ensemble des équipes, avec des temps bien spécifiques pour l'équipe pour échanger, est super importante et à développer de plus en plus. Alors, il y a une autre chose qui a été dit tout à l'heure, c'est que depuis la crise du Covid de 2020-2021, les entreprises et les entrepreneurs, les managers ont pris conscience d'une chose, c'est que le numérique devient incontournable. L'intelligence artificielle se développe d'une façon exponentielle. Mais à côté de ça, il y a un paradoxe. Pour autant, l'humain a toute sa place à jouer. Oui, quand même. Que l'intelligence artificielle, oui, elle accélère les processus, elle accélère beaucoup de choses, elle peut répondre à des questions. Mais pour autant, le lien entre les personnes, elle ne sait pas forcément le faire. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui saura le faire. Elle ne peut pas faire preuve d'intuition ou tout ça. Donc, c'est à l'humain de continuer à nourrir cette relation, de continuer de pouvoir innover ou de faire preuve d'intuition pour développer les activités, de la capacité à coopérer également, à mettre en avant. Donc, c'est pour ça, et j'en parle dans l'article, justement, pour montrer que c'est pas moi franchement l'intelligence artificielle ne me fait pas peur pour dire que bientôt on n'aura plus besoin d'humains. Non, jamais. Mais ça sert Jamais. quand même. Ça sert. Oui. Et justement, c'est un très bon outil pour peut-être accélérer des processus ou aller plus vite sur certaines tâches. Mais pour autant, les personnes auront toujours leur place dans l'entreprise. Oui, et ça, c'est compréhensible. Alors, autre chose quand même, c'est, il faut le dire, bon, être honoré par Forbes au niveau France et au niveau international, qu'est-ce que ça représente pour le manager ou que tu veux, parce que finalement, tu vois aussi tu es un manager. Oui. Qu'est-ce que ça représente? Pour moi, du coup, ça m'a permis de me rendre compte que ce sur quoi je travaille depuis quelques années a toute son importance. C'est-à-dire que le livre que tu es en train de préparer, ce livre-là va bien sûr résumer tout ton travail. Oui, mais on ne va pas trop dire, tu vois, on garde Oui. le suspense, on en parlera quand on Oui. sera Non, bien mais plus avancé. parce qu'il y a des prix, parce que Il y a des prix Forbes attend le bouquin aussi, hein. Ah, peut-être, Mais oui. peut-être. Oui, et pas seulement Forbes, parce que les entreprises guadeloupéennes, finalement, non, mais globalement, sans rigoler, le travail qui est fait aujourd'hui par toi, est-ce que les chefs d'entreprise, après coup, se disent, ouais, finalement, ils tenaient raison? Oui, même pendant. Même parce pendant. que du coup, ça ne se crée pas un jour. Donc, du coup, forcément, l'accompagnement est sur quelques semaines, quelques mois, voire années, en fonction des besoins. Et pendant l'accompagnement, ils voient l'évolution. Les répercussions, le changement, la performance peut revenir très vite une fois qu'on a trouvé la bonne méthode, la bonne façon de faire avec son équipe. Oui. Donc, ils s'en rendent compte que ça fonctionne. Et puis, des fois, ils se disent, si je savais, j'aurais peut-être mis ça en place avant. Mais pour autant, il n'est pas trop tard. C'est important de voir que maintenant l'humain est important, le remettre du sens dans le travail est important, et puis s'ils veulent se faire accompagner. Alors, il y a une question que je me suis toujours posée. Quand il y a une intervention dans une entreprise, c'est d'abord le chef d'entreprise qui demande ou bien ce sont les salariés? Ça dépend. Bon, moi, c'est le chef d'entreprise qui me contacte. Oui, dans un premier temps. Ou la responsable des ressources humaines dans un premier temps. Oui. Et après, à travers quand on échange et que je mets en avant, que j'essaie de comprendre leurs problématiques, parce que moi, je crée l'accompagnement sur mesure. C'est jamais, c'est pas du copier-coller dessus, exactement la même chose partout. Donc, c'est vraiment en fonction de la problématique rencontrée, des besoins, de ce qu'ils ont envie, vers quoi ils veulent aller avec leur équipe, qu'on construit l'accompagnement ensemble. Et puis, ça demande des fois d'avoir de la formation pour les managers, d'avoir des rencontres avec les équipes, ou même des formations pour les équipes également, en plus de temps d'échange, de créer ces temps de travail, d'échange, de redécouverte. Oui, parce qu'en fait, on vient dans une entreprise pour discuter avec le manager, et puis on se rend compte qu'il faut aller aussi vers l'équipe. Oui, c'est ça, mais en fait, on ne peut pas former. Le manager va se former, ça va le faire monter en compétence, il saura peut-être mieux comment aiguiller, travailler avec ses équipes, proposer des choses à ses équipes. Mais si l'équipe n'adhère pas au projet, ça ne peut pas fonctionner. Donc, lui, il va s'épuiser à vouloir proposer autre chose. Mais si l'équipe ne sont pas informés de ce changement, parce que c'est un changement, on amène forcément un changement, il faut pouvoir les informer et les faire adhérer au projet pour que ça fonctionne. Et ramener, du coup, cet esprit d'équipe qui peut-être n'y est pas 100% pour que ça puisse fonctionner. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler autant avec
le chef d'entreprise ou le manager qu'avec les équipes également et de les mettre en synergie pour que l'action Alors, fonctionne. c'est le dernier mot. Pour les chefs d'entreprise qui sont en train de regarder maintenant, qui ne savent pas ce que c'est FOB, bon, il y en a. Je ne dis pas qu'ils sont des tébés, je n'ai pas dit ça. Mais non, je n'ai pas dit ça. Mais s'ils ne savent pas, quel est le message qu'aujourd'hui par rapport à la formation, par rapport à la transformation, parce qu'en fait, c'est une transformation, qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment chaque entreprise guadeloupéenne doit réfléchir et se dire comment je remets l'humain, du sens au travail pour amener de la performance dans mes équipes. Pas seulement rester figé sur les chiffres, mais sur aussi le bien-être au travail des collaborateurs pour atteindre ces chiffres qu'on a envie d'atteindre en fait. D'accord. Bon, les chefs d'entreprise que vous avez entendus, même si vous êtes dans un fond bois, vous avez entendu ce qu'elle a dit, prenez contact avec Sylvie Rosier rapidement, parce que peut-être bientôt, on sera peut-être même plus en Guadeloupe. Enfin bref. Non, je n'ai pas l'intention de quitter mon territoire. Même si je fais des allers-retours, mais je reviendrai. Il y aura aller et retour. Chez moi, il y aura toujours un retour. Bon, mais c'est bien de le dire. Voilà, il est 13h22. On va revenir rapidement à l'actu et on va parler de Gisèle Pineau. C'est encore une écrivaine, une autrice, comme on dit. Elle faisait une séance de dédicace. C'était dans une boutique de centre commercial, Cultura exactement. Et c'était devant Vianney Valvert. On regarde. Aujourd'hui, je présente le journal de la fille panthère. C'est un livre qui m'a été inspiré par un voyage au Bénin. Et le journal de la fille panthère, c'est un livre sur la reconstruction d'une jeune héroïne qui est harcelée au collège et qui va essayer de trouver les moyens de contrer cette vague de violence qu'elle subit au collège. J'ai été aussi inspirée par ma propre expérience. Dans mon enfance, je me souviens qu'on me traitait de pain au raisin parce que je me grattais les jambes et j'avais des cicatrices sur les jambes et on m'appelait pain au raisin. J'étais victime de harcèlement et je crois que c'est l'écriture qui m'a permis de trouver la paix et le réconfort. Je suis une des premières lectrices de ma sœur parce que dès qu'elle sort un livre, elle m'en apporte toujours un exemplaire. Donc celui-là, je l'ai lu à Marie-Galante, j'étais chez elle. J'ai lu ce livre à Marie-Galante en deux jours. Et vraiment, c'est bien pour les enfants de lire ce livre-là, surtout les enfants qui sont harcelés, qui ont des petits problèmes. Je pense que ça va les aider. J'ai rencontré 2 jeunes lecteurs et lectrices. J'ai également rencontré des enseignants, des professeurs de collège qui m'ont dit que ce livre est vraiment une grande source d'inspiration qui peut sensibiliser les jeunes au harcèlement, qui peut leur donner des outils pour affronter la violence. Et puis aussi, les liens avec l'Afrique souvent ne sont pas représentés et présentés pour les jeunes lecteurs des Antilles. Donc je tenais absolument, après avoir écrit La vie privée d'oubli, de poursuivre de poursuivre ce chemin-là et de parler à nouveau de l'Afrique dans un livre qui est destiné aux jeunes lecteurs. Voilà, il est déjà 13h24, 25 minutes même. On prend la dernière pause. On se retrouve avec notre dernière invitée, Maryse Isima-Mirin, tout à l'heure, avec elle. On parlera un petit peu du Bénin. Tout de suite. Voilà, dans 2 minutes, il va être 13h30. Et dans un instant, nous allons recevoir, je vous l'ai dit, Madame Maryse Isima-Mirin. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Oui, et avec elle, on va parler de la nationalité béninoise pour les afro-descendants et toute l'actualité qui va avec, puisqu'elle était au Bénin. Elle va au Bénin plus souvent qu'en Guadeloupe. Bon, alors, à tout à l'heure. Là, on revient à l'actualité. L'actualité, je vous l'ai dit, c'était la conférence du GUSR. Le GUSR, c'est le parti de M. Losbar, président du conseil départemental. Et donc, hier, il a réuni tous les futurs candidats ou candidates aux élections municipales, une espèce de forum, pratiquement, pas un congrès, mais une forme de forum. Et c'était à Laura Flessel et Vianney Valverde était sur place. On regarde. Une convention qui a pour but aujourd'hui de désigner les soutiens, les investitures du parti. Vous avez vu la salle, une salle comble avec pratiquement 13 maires qui sont présents et 4 candidats à la conquête des mairies. Donc nous avons voulu faire la démonstration à nos militants que nous sommes prêts
pour affronter ces élections qui sont des élections capitales pour l'architecture politique de la Guadeloupe demain. Il y a une génération que vous avez, que nous mettons en place, nous soutenons parce que la roue tourne et il n'est pas question que nous soyons un parti sclérosé avec que des personnes de certain âge, puisqu'il faut de tout. Il faut la nouvelle génération, il faut aussi des aînés, ceux qui ont de l'expérience. Il s'agit d'être au parfum de cette réalité. Nous avons la confiance du peuple et c'est surtout ce qui fait la durabilité, la longévité du parti, c'est que le peuple nous fait confiance. Vous imaginez que nous avons un député, deux sénateurs, un sénateur vice-président du Sénat et nous avons plus d'une dizaine de communes en Guadeloupe. Nous avons des conseils régionaux, des conseils départementaux. Donc, nous sommes un parti bien installé dans cet univers politique de la Guadeloupe. Et nous entendons le rester, justement. Le rester à travers nos idées, à travers nos projets, à travers cette conviction que nous avons, mais aussi à travers cette ambition concernant le développement et l'aménagement du territoire de la Guadeloupe. Le maire, c'est celui qui est le plus près de la population. C'est une élection de proximité. Donc, il faut que ces candidats, au-delà donc des valeurs, mais soient des hommes d'engagement, qui soient disponibles, qui soient proches de la population, puisque quand vous êtes maire, ce n'est pas simplement aménager des stratégies de développement. Il faut aussi, quand quelqu'un vient vous voir, qu'il puisse trouver, soit pour régler un problème pour son école, régler un problème foncier, régler parfois un problème familial. Donc il faut avoir cet amour pour ses prochains et surtout cet amour pour son territoire. Penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, c'est effectivement écouter un public, c'est observer un territoire et prendre courageusement les décisions pour agir avec efficacité, avec réussite. Pour le faire, il faut effectivement être courageux, être en capacité d'utiliser les outils actuels, les instruments actuels, les institutions actuelles. Mais l'idéal, c'est que nous puissions tous évoluer vers d'autres organisations qui nous donnent plus de moyens pour que nous soyons plus efficaces. Bien cité donc hier, vous le savez, le GIECR représente à peu près une quinzaine de communes et donc les élections vont être probablement marquées par ce parti, mais on attendra voir les résultats parce que, comme on a dit, ça qui en bec pas en fall. Et c'est à suivre. Alors en parlant de l'agriculture, puisque le salon de l'agriculture s'est ouvert ce week-end à Paris, avec beaucoup de polémiques, mais enfin, les Guadeloupéens n'ont pas trop à se mêler de ça, mais ils sont présents au salon de l'agriculture. Et Maurice Essé était sur place, on regarde son reportage. Respecte un petit peu la tradition, nous sommes là avec nos exposants, avec ce que nous faisons. Nous aurons bien sûr une semaine très chargée avec des débats sur la canne, puisque voilà, on est dans l'année de la route du Rhum. Donc on a essayé de valoriser un petit peu la canne pour que les gens puissent connaître la canne de la plantation à sa traduction finale en sucre et en rhum. Donc nous allons organiser demain d'ailleurs, lundi, un colloque sur ça avec des techniciens, avec des sachants, pour que nous puissions comprendre bien cette culture. Sinon, la Chambre se trouve toujours présent au stand 7.2. Et donc voilà, nous assurons un petit peu la continuité pour montrer que cette agriculture de Guadeloupe est toujours une agriculture vivante, malgré les difficultés qui sont nombreuses, bien sûr. Nous avons, le Mercosur qui nous touche aussi. Nous entrons dans une dynamique d'exploitation, je dirais, à taille surhumaine. Et que nous, avec justement nos exploitations à taille humaine, que nous défendons par rapport à le MODEF, dont je suis le président, une agriculture paysanne, une agriculture proche de la population, avec une garantie sanitaire de nos productions. C'est vrai que la seule chose que nous voulons, bien sûr, c'est de vouloir se battre pour que les politiques publiques qui sont mises en place soient adaptées à nos réalités. Aujourd'hui, il faut sortir des grands schémas hexagonaux et se pencher sur véritablement la réalité de la production guadeloupéenne, ce que nous représentons, ce que nous faisons, à la taille humaine que nous travaillons. Et dans le cadre de la souveraineté alimentaire, justement, nous ne sommes pas là pour demander comment faire. Nous savons comment faire. Maintenant, nous demandons quelle politique publique que vous voulez bien appliquer à nos régions, parce que
il y a des grandes productions d'exportation que sont la canne, la banane et le melon que nous respectons. Mais ce que nous consommons chaque jour dans nos assiettes, c'est des madères, c'est des adors, des ignames, de la tomate. Et sur ça, en tout cas les produits maraîchers et les produits vivriers. Et nous avons besoin que cette diversification soit aidée plus que maintenant, en tout cas suffisamment pour que nos populations puissent rentrer dans vraiment ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Alors, il faut quand même ajouter à cela qu'il y a un gros problème qui se pose à Petit Canal, puisque vous savez qu'à Dadou, il y a une volonté de prendre des terres agricoles pour les mettre à la disposition d'une centrale, d'un organisme qui veut faire des éoliennes. Et ça aussi, c'est un gros problème, parce que ce sont des terres exploitées depuis non, comme on dit par nos agriculteurs guadeloupéens, et ils n'ont pas attendre marche, et ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement. Alors, je voulais dire, on va parler un petit peu, on va partir en voyage, puisqu'on va partir avec Maryse Isima-Mirin, qui est plus guadeloupéenne. Merci, je suis toujours guadeloupéenne. Bonjour, plus Maryse. que jamais. Oui. Bonjour à tous. Oui. Non, c'est une double nationalité, donc je suis toujours guadeloupéenne, je suis toujours française, mais je suis maintenant nouvellement béninoise d'adoption. Voilà. Alors, comment ça se passe réellement? Parce que les Guadeloupéens qui entendent ça, ils disent, bon oui, mais est-ce qu'il y a un examen de passage? Qu'est-ce qui se passe? Alors, même pas. C'est vrai qu'au départ, il y a eu cette loi qui est sortie en septembre 2024. Oui. Et cette loi qui donnait la possibilité à l'éligibilité. Loi qui est sortie au Bénin. Oui, voilà, c'est la République du Bénin qui a donc édicté cette loi. Mais cette loi, il faut surtout dire que c'est le résultat du travail des associations depuis plus d'une dizaine d'années, et notamment avec Maître Emmanuel Germani de Martinique qui a eu cette idée et qui, en 2024, a pu avoir accès à la présidence pour pouvoir étayer le sujet, demander, etc. Mais il fallait une nouvelle loi, puisque ça n'existait pas, la double nationalité au Bénin. Donc il a fallu créer une loi qui autorise la double nationalité. Ça a été fait au mois, je crois, de septembre 2024. Oui. Et à partir de 2025, ils ont en plus allégé le processus pour pouvoir demander cette nationalité en tant qu'afro-descendants. Hein. Si je dis bien, c'est pas tout, ce ne sont pas tous les Africains qui vont arriver, qui vont demander. Il faut que vous ayez une preuve de votre afro-descendance dans un pays de déportation. Et c'est très important. Dans un pays de déportation qui sont ciblés jusqu'à maintenant. Ce sont en fait tous les pays d'Amérique qui ont... Non, les pays extérieurs, la diaspora. Voilà, c'est-à-dire tous les pays où ont été déportés nos ancêtres, c'est-à-dire pendant la traite. Alors, etc. Toutes les Amériques, en fait, en gros, on va dire, le Brésil, les États-Unis, le Canada, toute la Caraïbe, voilà, en gros... toutes les personnes viennent de là, ça répète aussi la Réunion, voilà. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est prouver que vous avez une ascendance, c'est-à-dire un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Il faut faire une recherche d'ADN pour ça? Alors non, pas forcément. Disons que vous pouvez amener votre recherche ADN, mais ce n'est pas forcément légal pour l'instant. Voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment de preuve de qui a fait le test, est-ce que c'est un laboratoire agréé ou pas. Donc, pour l'instant, vous venez avec les actes ou un acte d'un ascendant, ça peut être peut-être votre arrière-grand-mère ou grand-mère, ou même parent, qui soit né avant 1944. Donc, ils ont allégé le processus et ils ont rajouté cet c'est-à-dire né avant 1944. Voilà, c'est-à-dire que si, par exemple, vos parents sont nés avant 1944 en Guadeloupe, ça vous sert avec l'acte faisant foi, acte de naissance, extrait de naissance faisant foi, là, vous avez accès à ce qu'on appelle l'éligibilité. Un enfant qui naît maintenant, un enfant qui naît en 2026 aujourd'hui, il n'a pas cette possibilité alors? Si, il va prendre son grand-père qui est né avant 44. Ah, son grand-père qui est né avant. Ou son arrière-grand-père. Ah, d'accord. Voilà, ou son arrière-grand-mère. Et il suffit d'un parent.
Un parent. Pas forcément les deux parents. D'accord. Voilà. Alors, quand on a cette nationalité béninoise, on a un passeport béninois aussi? Alors, donc il y a tout un processus. Hein. D'abord, vous allez sur la plateforme Mayafo Origins. C'est en un seul mot, Mayafo Origins. Vous allez voir sur voilà. Et vous entrez donc toutes vos données, vous demandez des pièces d'identité, évidemment. Bon. Et puis là, vous allez recevoir au bout de 3 mois, bon, parfois c'est plutôt 4 mois maintenant parce qu'il y a beaucoup de demandes qui affluent. Maintenant, il y a des milliers de demandes du monde entier qui arrivent au Bénin. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Et donc, on vous donne une éligibilité. Ça veut dire que vous êtes éligible pour recevoir cette nationalité. Maintenant, vous avez un dossier. Alors justement, là, vous voyez à l'écran une dame qui travaille au ministère de la Justice. C'est une magistrate, la directrice des Sceaux, et c'est elle qui s'occupe du bureau qui accueille les afrodescendants au ministère de la Justice. Donc nous avons pu travailler un peu ensemble et il faut vraiment lui rendre hommage. C'est Madame Ambo. Je lui ai déjà envoyé pas mal de personnes sur place. C'est-à-dire que quand vous avez votre éligibilité, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller au Bénin. Hein. Oui. Vous pouvez, voilà. Mais avec cette éligibilité, cette attestation, vous pouvez rentrer dans le pays sans visa. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Vous pouvez rentrer et sortir sans visa. Bon, ça c'est déjà un premier point. Oui. Maintenant, quand vous allez arriver au Bénin, vous allez pouvoir avoir votre carte d'identité. On va déjà vous donner une carte d'identité, ça, il n'y a pas de souci. Oui. Ensuite, maintenant, si vous voulez le passeport, il faut attendre d'avoir un décret. Et le décret, en fait, c'est ce qui va prouver que vous avez reçu, que vous avez obtenu votre nationalité par reconnaissance ou autre. Voilà. Donc, quand vous avez votre décret, vous avez encore 1 ou 2 papiers à faire, des actes de naissance sécurisés sur place, etc. Et à ce moment-là, vous irez à la direction de l'immigration faire votre demande de passeport, si vous voulez le passeport, puisque vous pouvez déjà rentrer et sortir avec votre attestation. Alors, est-ce que, j'imagine, par exemple, je vais au Bénin, je deviens béninois. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils ont la nationalité automatiquement? Ils peuvent demander. Non, pas automatiquement, mais ils peuvent demander. Ils sont déjà éligibles. Ils sont éligibles? Ils sont éligibles. Mais il faut qu'ils fassent la demande aussi sur la plateforme, mais ils seront éligibles d'office. Alors, l'autre question, est-ce que... Donc là, oui. Non, je disais que... Oui, là, ça, c'est la photo de la deuxième cérémonie. La première cérémonie, c'était pour les stars. La deuxième cérémonie, donc je fais partie de cette cérémonie avec, vous voyez au milieu, Maître Germani et puis d'autres afrodescendants. Nous étions une dizaine sur place à recevoir notre attestation de nationalité. C'est encore autre chose. C'est le document qui est entre les mains, là, c'est ça? Voilà, c'est l'attestation de nationalité. Donc, ça a été un moment très fort. Montrer à la douane qu'on entre? Quand on entre, non, vous pouvez montrer simplement votre attestation l'éligibilité. Il y a plusieurs choses. Hein. Avant d'arriver à l'attestation de nationalité, on dirait que c'est le dernier cran, on va dire avant le passeport. Vous pouvez déjà avoir votre attestation d'éligibilité. Donc, ce certificat d'éligibilité vous permet d'entrer, comme je disais, au Bénin sans visa. C'est ce que vous montrez quand vous arrivez avec votre carte d'identité française. Ça coûte combien? Alors, c'est 85 €, environ $100 pour s'inscrire. Alors, autre chose, est-ce que quand on a cette nationalité béninoise, on a la possibilité de changer le nom? Un peu comme dans l'islam, on change de nom quand c'est à un certain moment qu'on adhère. Alors, la question a été posée justement à Madame Ambo, au ministère de la Justice, et apparemment, on peut faire la démarche, mais il faut encore que ça passe par un décret. Oui, voilà. Et les décrets, c'est toujours un conseil des ministres. Donc, ça peut être un peu long, mais c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, je ne pense pas qu'on va vous changer de nom, mais on va peut-être vous rajouter un nom, mais c'est vous qui choisissez. Africaine. C'est vous qui choisissez. Ah ben bien sûr, un nom d'origine africaine tel que vous le voulez. Par exemple, moi, qui est comme surnom, je dirais Ife, qui est donc un nom Yoruba, voilà, d'origine Yoruba, je pourrais demander à un moment donné de le rajouter sur mon état civil. Maryse Izima. Izima Mirin. Je garde le Izima parce que le Izima est important pour moi. Parce que j'ai retrouvé des origines, enfin, plus ou moins. C'est un nom d'origine, Izima, c'est un nom d'origine. Alors, on m'a dit que c'était plutôt un nom d'origine arabe, mais il est porté par les Yoruba, en fait. Oui, c'est avec un H à la fin, Izima avec un H à la fin. Non, c'est Izimat, justement, avec un T, ou bien Izimat TH.
TH, voilà, TH. ou Izimatu, mais ce sont des prénoms en fait musulmans, mais qui sont portés par les Yoruba. Oui. Donc j'ai retrouvé un peu, j'ai fait des recherches. Mais en fait, ce qui est important à dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'origine béninoise pour demander la nationalité au Bénin. Oui. C'est ouvert à tous les afrodescendants, et ceci grâce au travail, comme je disais, des associations. Il y a l'association martiniquaise de Maître Germanie, qui est Sankofa. Il y a Mir Bénin aussi. Il y a les associations Diaspora Kama aussi qui ont sont ici. Si, les Diaspora Kama, c'est la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe. Voilà. Donc, grâce au travail de ces associations, et donc, Maître Germanie et son épouse... Et son épouse Nathalie Germani, ils sont vraiment à pied d'œuvre. Il a été nommé ambassadeur. Oui. Il faut le savoir, ambassadeur pour la Caraïbe au Bénin, pour les afrodescendants. J'ai vu quand même que au moins 2 députés guadeloupéens que je connais sont allés au Bénin. Ils ont aussi récupéré la nationalité. Apparemment, oui, puisque de toute façon... Serva et M. Baptiste. Oui. Ils ont eu le privilège, je dirais, du fait qu'ils étaient députés, d'avoir pu récupérer leur passeport très, très rapidement. Ah, ils ont le passeport eux-mêmes. Il me semble que, oui, pour M. Serva, il me semble qu'il m'a dit qu'il avait le passeport. Mais en réalité, quand vous allez au Bénin, puisque vous pouvez rentrer avec votre attestation d'éligibilité, pour pouvoir fonctionner, il suffit d'avoir votre CIP, qui est votre certificat d'identification personnelle. C'est comme une carte d'identité. Et moi, je connais plein d'Antillais qui sont là-bas et qui étaient déjà là-bas avant et qui avaient déjà leur CIP. Mais il faut un CIP afro-descendant si on veut aller après vers le passeport. Alors, j'ai cru comprendre que le Ghana fait le même processus. Alors, le Ghana avait déjà entamé ce processus en 2019. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a, je pense, à l'époque, puisque moi-même, j'étais parti à l'année du retour en 2019 au Ghana. Et j'avais été très impressionné de voir tous les Afro-Américains affluer vers le Ghana, puisque, ils parlent anglais. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a décidé à justement rejoindre les associations dès 2019 pour faire cette demande. Parce donc, on peut le faire aussi bien au Bénin qu'au Ghana maintenant, c'est ça? Alors, le Ghana, je pense que ça a été, comme on dit, entre guillemets, one shot. C'est-à-dire que je crois qu'ils ont dû refermer parce que, c'était pendant une certaine période. Voilà. Oui. Bon. Voilà. Mais pour le Bénin, pour l'instant, c'est encore ouvert. Donc, et les autres pays africains francophones ne sont pas encore sous cette... C'est-à-dire qu'au niveau des autres pays francophones, c'est un peu comme partout. C'est-à-dire qu'il faut avoir séjourné. Par exemple, au Burkina Faso, à ce qui paraît, il faut avoir séjourné 5 ans. Et à partir de 5 années, vous pouvez demander. Mais c'était comme ça aussi au Bénin avant. Hein. Oui. Donc, voilà. Mais c'était plus difficile. Là, maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Alors, est-ce que, en fonction de ça, un Guadeloupéen, un Martiniquais ou autre qui va au Bénin peut s'installer là-bas et y travailler? Oui, bien sûr. Mais même sans la nationalité. Mais la nationalité va vous ouvrir quand même des portes. Oui. C'est plus facile plutôt que d'être considéré comme simple étranger. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est pas simplement pour un bénéfice économique que la plupart des gens vont au Bénin. Il y en a effectivement qui vont investir. Ça, c'est forcément... installés, là, Oui, bien sûr. Il y en a qui vont s'installer, qui vont investir, qui vont reprendre une nouvelle vie, ou bien simplement qui vont partir à la retraite. Il y a des gens qui ont même acheté des terres au Bénin. Je crois qu'une Guadeloupéenne que je connais a acheté des terres au Bénin. Ah ben bien sûr, non, mais on peut acheter des terres, ça c'est pas un souci, on peut investir. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout pour beaucoup et pour les associations, en fait, c'était un moyen de réparation. Oui. Parce que, par exemple, pour le MIR, c'était le mouvement international, médiation internationale pour les réparations, ça c'était pour avoir des réparations. Et il y a encore d'autres associations qui sont encore en demande de réparation, que ce soit l'État français ou le Bénin. Donc, moi, personnellement, je me suis intéressé beaucoup à tout ce qui est réparation psychologique. Donc, c'est ce dont je parlais déjà dans mon livre. Comme je suis psychorelaxologue et que je fais beaucoup de formations en gestion du stress, etc., développement personnel, je me suis beaucoup intéressé au manque d'estime de soi, de confiance en soi, le fait qu'on ne soit pas fier de nos racines. Et c'est de là aussi que m'est venue l'idée de faire, après ce livre,
donc qui est Lettre d'une future ancêtre à ses afro-descendants, qui m'est venue l'idée de faire aussi un court-métrage documentaire. Ancrage, oui. Voilà, le court-métrage documentaire Ancrage raconte le parcours, je dirais, d'un acteur-réalisateur peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Bruno Henry, mais qui est devenu Galiam. Et lui, par contre, il est parti vers le Burkina Faso. Donc, il a fait carrément un parcours initiatique, c'est ça qui est intéressant à voir, puisque voilà, donc, et lui, maintenant, il s'appelle Galiam, et c'est ce qu'il explique pourquoi il est parti vers voilà, parce qu'en fait, il avait besoin d'un ancrage. L'ancrage, c'est les racines, c'est retrouver des racines pour mieux se tenir debout dans le monde, en fait, c'est ça l'idée. Et lui-même, d'ailleurs, il a fait aussi un court-métrage fiction. Bon, là, c'est sur autre chose, des SDF. Et nous, tous les deux, nous sommes maintenant en compétition en ce moment même au FEMI Festival. Le film va être présenté quand Alors, pour Ancrage, il est présenté mercredi après-midi à la médiathèque du Lamentin. C'est l'entrée gratuite à 18h. À Capester au gymnase à 18h. Et vous pouvez aussi aller sur Saint-François samedi soir. C'est en plein air, dans un beau lieu qui est Karukira Horses, qui est un centre d'équitation. Et tous les ans, maintenant, ils font des choses avec le FEMI. Alors, donc voilà, donc n'hésitez pas. Et je suis ouverte à toutes les critiques parce que c'est mon premier film. Oui. Et il ça est a bon, été fait mais il n'est vraiment. pas bon. J'ai eu quand même quelques sélections. Hein. Ah, ben, il faut le dire quand même. Non, j'ai eu quand même un prix. Ils ne sont pas fait présenter au festival panafricain? Alors, je dois le présenter cette année. Voilà, à Cannes, oui, bien sûr. Et puis, j'ai reçu quand même un prix du Festilac, qui est le Festival des lacs et des lagunes d'Abidjan. Alors ça m'a fait beaucoup plaisir, parce que, étant donné que c'est un bon début. Mais c'est un très excellent début pour moi, dans la mesure où, moi, tu sais que mon père a vécu toute sa vie en Afrique. Mes parents étaient déjà en Afrique quand je suis né. J'ai commencé ma vie au Mali, voilà. Donc, chacun son parcours. Il y a des gens qui disent, bon, on n'a pas besoin d'aller. Vous n'avez pas besoin d'aller, n'allez pas. Il n'y a pas de souci. Chacun son parcours et sa démarche. C'est pas une obligation. Voilà, c'est pas une obligation, mais il faut savoir que c'est une réparation. Voilà, ça vous remet voilà, c'est psychologique de retrouver ses racines, de retrouver l'estime de soi en même temps. Ça peut changer une vie et c'est ce que raconte Galiam Bruno Henry dans Ancrage. Alors, question délicate, très délicate. Est-ce que les afro-descendants qui seront au Bénin pourront voter aux prochaines élections? Alors là, par contre, non. Pas encore. Mais, parce que Talon est un petit peu en difficulté, d'après ce que j'ai compris. Hein. À mon avis, non. Mais non, bon, pas vraiment. À mon avis, non. Mais moi, comme je ne fais pas de politique, mais je trouve que c'est déjà bien que le gouvernement nous ait accordé tous ces privilèges-là. Mais peut-être que par la suite, parce qu'en fait, au bout de 3 ans, on réévalue. Donc peut-être qu'après, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la pleine nationalité. Et à ce moment-là, vous pourrez voter dans quelques années. Oui, bon. Non, c'était une question. J'avais bien dit que c'était une question délicate, puisque je sais qu'elle va se poser. En tout cas, Maryse, merci d'être venue dire ça aux Guadeloupéens. Le livre, pas de signature prévue? Alors, pas de signature prévue, non. Apparemment, il y a une petite rupture de stock, mais vous pouvez encore le retrouver chez Cultura. Je vais faire un réassort bientôt des rayons là, à Cultura. Normalement, il y en a encore à la FNAC, à FNAC Olin, il faut les demander. Et il y a un livre déjà dans les tuyaux? Non, mais il y a un prochain documentaire dans les tuyaux. Parce que j'ai fini par trouver un producteur. Non, mais écoute, comme on dit, dans le ballon, il fallait aller jusqu'au bout. Voilà, comme moi je suis maintenant branché sur les afro-descendants, il y a un film qui est en préparation. Alors, nous cherchons un diffuseur. Hein. Alors, voilà, je dis ça comme ça. Nous cherchons des diffuseurs. Mais j'ai déjà le producteur qui est à pied d'œuvre. Et donc, moi, j'ai déjà écrit, en fait, le documentaire. Voilà, et ça sera 52 minutes. Galiam, toujours le même. Non, alors ça sera sur justement le thème d'aujourd'hui, le retour au Bénin des afro-descendants, pourquoi, qui y va, etc. Et nous avons de belles personnes en perspective qui vont raconter leur vie. Bon, bien, c'est bien dit tout ça.
En tout cas, merci d'être venu. C'est pas la dernière fois, puisque comme tu es ici jusqu'au mois de mai, probablement on a l'occasion de faire quelque chose de plus large. Voilà, il est 14h. Je rappelle donc en début du Z, on a reçu Gaël Octavia. Gaël Octavia, c'est le prix Goncourt pour les nouvelles en 2025. C'est une Martiniquaise. Elle est marraine du Festival Fémi, dont on parle, on vient d'en parler. On a reçu aussi Madame Audrey Barlagne. Audrey Barlagne, c'est une assistante familiale. Et elle a beaucoup insisté sur le fait que la nécessité pour les femmes guadeloupéennes et les parents, d'une manière générale, d'être bien encadrés pour l'éducation des enfants, parce qu'il y avait un petit peu de déperdition depuis quelques années, la violence, etc., la drogue. Et donc, il y a tout un travail qui est fait pour les assistants familiales dans le secteur de l'éducation. Et puis, Madame Octavia l'a dit, Madame Barlagne aussi l'a dit, l'histoire de femmes potomitan, on met ça un petit peu de côté. Il faut que les hommes aussi ils jouent leur rôle. On a reçu une nouvelle star de la Guadeloupe, puisque c'est Madame Rosier. Elle a été honorée par Forbes. Forbes, c'est un magazine américain de haute tenue qui célèbre d'une manière générale les chefs d'entreprise et managers au niveau international. Et c'est la première Guadeloupéenne à être ainsi honorée par Forbes. Et c'est une chroniqueuse du ZCL. Chaque semaine, elle vient ici expliquer comment, justement, dans son travail, elle met l'humain, malgré l'intelligence artificielle, malgré le numérique, mais l'humain reste quand même le facteur décisif. Et elle l'a expliqué. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, que Forbes l'a reconnu et l'a honoré, puisqu'elle remet l'humain au cœur de la performance. Pour elle, c'est une évidence. Chaque lundi, elle fait sa chronique. Et puis, on vient de terminer avec Marie-Zima Mirin, qui est désormais guadeloupéenne et béninoise. Et réalisatrice. Et réalisatrice d'un premier, deuxième et en cours. Et vous pouvez voir le premier, en tout cas, mercredi, c'est ça? Voilà, mercredi, jeudi et samedi, vous allez voir le programme. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi Galiam Bruno-Henri qui présente son court-métrage fiction, Sans banc fixe, aussi au FEMI. Il n'est pas ici, mais voilà. On travaille un peu en tandem. Donc, tout est dit. Bon, sur l'actualité, nous avons fait un tour avec ce contrôle de la délinquance, anti-délinquance qui s'est déroulé aux Abîmes, c'était ce week-end dernier. On a vu l'ouverture du FEMI avec justement l'autrice qui était avec nous. Je vais parler de Madame Gaël Octavia. C'était samedi, ce week-end, le FEMI, ce 30e anniversaire, c'est le plus ancien festival de cinéma guadeloupéen, et quelqu'un met la route toujours, puisque vous voyez, il y avait plein de gens, hier au soir aussi, il y avait plein de gens pour les films qui sont présentés, et qui n'y d'autres monde encore, tous ces jours-ci, jusqu'à la fin du mois. Gisèle Pinault, elle vient de sortir un ouvrage qu'elle a signé ce week-end aussi dans une librairie qu'on connaît maintenant, qui s'appelle Cultura. Il y a eu la conférence des USR de Monsieur Losbar et tous les candidats et candidates aux élections municipales, puisque c'est dans 3 semaines à peu près les prochaines élections, et tout le monde met en route. Et puis on est allé faire un petit tour au salon d'agriculture avec une interview de Patrick Célin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même les là, 2h30 avec les autres, nous avec les autres, ensemble, et nous commencer. Voilà. Merci à tous d'être avec nous tous les jours de 12h30 à 14h, et nous bout de là.